Salut à tous, aujourd'hui on plonge dans l'univers de l'arcade avec l'Amusement Expo, le grand salon japonais dédié à ce secteur emblématique. Je vous propose une visite globale sur plusieurs vidéos pour découvrir les stands des grands noms de l'arcade de l'édition 2024. Pour commencer, on va se concentrer sur le stand de Sega, qui disposait d'un petit musée retraçant leur histoire. Un musée que l'on couvrira dans la deuxième partie de cette vidéo. L'Amusement Expo 2024 marque la deuxième édition de cette nouvelle formule, héritière d'événements dont les origines remontent aux années 80. Si vous voulez en savoir un peu plus sur l'histoire de ce salon, je vous invite à regarder l'émission que j'avais réalisée l'an dernier. Cette année, la nouveauté, c'est que le salon s'est déroulé sur 2 jours au lieu d'un, avec le retour de la journée réservée aux professionnels. C'est justement lors de cette journée que nous sommes allés filmer. Dès notre arrivée, une chose m'a surpris. Aucune file d'attente réservée à la presse. Nous avons dû patienter avec tous les participants de la journée professionnelle. Ironiquement, il n'y avait quasiment personne à l'accueil presse. Un point qui j'espère s'améliorera l'an prochain. Dans le salon, les membres de la presse étaient également rares. Et ce présent semblait privilégier la photographie à la vidéo. Une fois encore, je suis convaincu que Netageo est l'un des rares médias à offrir une couverture aussi approfondie de cet événement que nous suivons depuis plus de 14 ans. Commençons notre visite par le large stand de Sega, qui présentait principalement des machines à jeux de pièces et des UFO catcheurs. Lors de notre passage au centre du stand, ils animaient une compétition initiale dit The Arcade, réservée aux meilleurs pilotes parmi le staff des salles d'arcade japonaises. Un concept que je trouve sympathique pour le staff qui peut peut-être s'entraîner après leur journée de travail dans les salles. Certes, il faut vraiment aimer les jeux d'arcade pour ça. Cette compétition était entre autres commentée par le producteur de la série, Monsieur Arai. Passons à droite du stand pour la zone dédiée aux machines à pièces, les medal games comme on les appelle en japonais. Et voici Jackpot Circus, muni de planches à clous sur lesquelles dégringolent des balles, un vieux principe de jeu qui est à l'origine des pachinko. Si l'on parvient à aligner 5 boules vertes en bas de cette grille, on peut déclencher le jackpot. Ça, c'est le nouveau modèle de la série Bingo Theater. Et comme on peut le remarquer au premier coup d'œil, c'est une machine de loto qui permet de gagner des points afin de faire tourner des gachas virtuels et obtenir des lots comme des vêtements pour nos avatars. Holy Hotel, un medal game que j'ai brièvement présenté l'an dernier et qui est depuis disponible dans les salles d'arcade japonaises. Il y a aussi un medal game Monopoly que je ne pourrais pas vous montrer car on n'avait pas le droit de le filmer. On va maintenant à gauche du stand avec cette petite borne Paw Patrol Chess Toy Show, que l'on pourrait traduire par Paw Patrol avec Chess, une borne en forme de voiture qui plonge les enfants dans le monde de Paw Patrol pour résoudre des problèmes et obtenir une carte à collectionner après chaque partie. On poursuit sur la gauche du stand où ils exposaient Gimme, une nouvelle machine à imprimer des photos autocollantes, appelée aussi Furikura. C'est dingue le nombre d'options que ces machines sont capables de proposer aujourd'hui. Et bien évidemment, elles agrandissent les yeux et affinent le menton. À proximité, ils présentaient Darts Live 3 DX, une machine permettant de jouer aux fléchettes en réseau, que j'ai eu l'occasion de vous présenter à plusieurs reprises. D'ailleurs, je suis en train de me demander si cette série n'a pas déjà fêté ses 20 ans. Pour nous faire une démonstration, il y avait le joueur professionnel Haruki Muramatsu. Il est vraiment doué, c'est le moins qu'on puisse dire, car il n'arrêtait pas de lancer les fléchettes en plein dans le mille. On passe à l'arrière du stand, où se trouvait un coin musée, avec une fresque retraçant l'histoire de Sega, une fresque probablement similaire à celle présentée lors du Sega Fest en 2018. Elle remonte au début des années 60, avec des photos d'époque, des bureaux et des usines de la firme. La première image en dessous de la barre chronologique est le fameux Jukebox 1000. J'ai fait des bonds quand j'ai vu qu'il était exposé sur le stand, ce qui me permet enfin de vous le montrer en détail. Il semble que ce soit le premier jukebox fabriqué au Japon. C'était en 1962, à l'époque où la société passait du nom de Service Game à Sega, C venant de service et ga de game. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que le logo Sega de l'époque avait des airs d'emblème d'automobile. Dans la partie supérieure du jukebox étaient affichés les titres des chansons. Après avoir inséré une pièce en appuyant sur un bouton de lettres et un bouton de chiffres situé dans la partie inférieure, on pouvait sélectionner une chanson. Puis un bras mécanique plaçait le vinyle correspondant sur la platine. Tout petit, j'ai eu la chance de pouvoir mettre des pièces et de choisir des musiques avec des jukebox que l'on trouvait encore dans les bars tabac et les cafés en France. Ce jukebox Sega 1000 a permis à la société de se développer. Je pense que vous le savez déjà, mais le terme SG1000 sera utilisé pour nommer la première console de Sega. À côté, une autre pièce historique de Sega, un UFO catcher ou machine à pince datant de 1965. Une fois de plus, il semble que ce soit la première machine à pince fabriquée au Japon. Et la différence avec les machines modernes, c'est qu'on peut voir au-dessus pour mieux viser.
Déjà à cette époque, Sega était des pionniers sur le marché japonais. Et juste à côté, le fameux modèle UFO Catcher sorti en 1985. Cette machine a eu un tel succès que le terme UFO Catcher fut depuis utilisé pour désigner les machines à pince au Japon. Un peu comme le terme Nintendo pour désigner les jeux vidéo dans la fin des années 80 en France. Le terme exact pour définir les machines à pince en japonais, c'est Kuren Game. Kuren venant de l'anglais kren, qui signifie grue, donc des machines à grue. Et pour que les autres fabricants ne froncent pas les sourcils, j'ai vite compris qu'il fallait utiliser le terme Kuren Game quand on parle de ces machines. Et c'est aussi le cas pour Purikura. Il est préférable d'utiliser le terme Print Shilki, que l'on peut traduire par machine à imprimer des autocollants. Et justement, c'est aussi Sega, en collaboration avec Atlus, qui en 1995 lance les premières machines de Purikura, la fameuse Print Club, dont voici la deuxième version, que l'on prononce Print Collab en japonais. Je pense que vous l'avez déjà compris, mais le terme Purikura est un diminutif de Print Collab, d'où la raison d'éviter d'utiliser ce terme quand on parle de machines d'autres constructeurs. Bref, ces premiers modèles de Purikura permettaient de choisir un cadre et de mettre un message par-dessus nos photos pour les décorer. Et ça a tout simplement cartonné, surtout auprès des lycéennes japonaises. Et à l'époque, j'en ai même vu en France. Je me souviens que dans la fin des années 90, au Japon, on avait pour coutume de coller nos photos prises avec des amis derrière nos téléphones portables. Un jour, il faudra que je cherche mon portable de l'époque, car je suis sûr qu'il y a des photos collées dessus. D'autres bornes emblématiques du fabricant étaient exposées, comme ici Afterburner sorti en 1987. Qu'est-ce que j'ai pu baver sur ce jeu dans les salles d'arcade de l'époque? Je sais plus si la première fois que je l'ai vu c'était le 1 ou le 2. Le 2 étant une version révisée du premier avec quelques différences, comme la possibilité d'accélérer ou de ralentir l'avion, et sûrement la version qui s'est le plus répandue. Et pour pouvoir y jouer il fallait s'accrocher, car petit c'était pas simple d'obtenir une pièce. Mais j'avais un ami qui avait Afterburner sur Master System. Certes, on est loin de l'arcade, mais on trouvait ça chouette. Cela aurait été même mieux si on pouvait profiter des musiques FM comme sur les Master System japonaises. On ne savait pas non plus que Afterburner 2 existait sur Famicom, la NES japonaise. Une version adaptée par Sunsoft. Il est vraiment dommage que ce genre de jeu ne soit jamais arrivé jusqu'en Europe. Et quand j'ai vu que Afterburner 2 était sorti sur Mega Drive, j'ai négocié tout ce que je pouvais pour l'obtenir. J'y ai joué en boucle. Et avec toutes ces parties, c'est la seule période où j'ai pu avancer dans ce jeu, car en règle générale, je me fais dézinguer au deuxième stage. Et en bon petit fan, j'ai bien évidemment acheté la version 32X de Afterburner sortie en 1995. Une version très proche de la version arcade, à laquelle je joue encore de temps en temps pour profiter des magnifiques musiques de ce titre. Et je n'ai pas oublié Afterburner 3 sur le Mega CD japonais. Ah, à l'époque Mega CD 32X, Sega m'avait bien plumé. Allez, on continue la visite avec cette borne Daytona USA. Ah, cette borne, sortie en 1994. Un jeu de course bien punchy avec sa musique qui reste imprimée dans nos têtes. Daytona, let's go away. Après les cours, on y jouait avec mes potes dans la salle d'arcade la tête dans les nuages, à la Défense. On l'avait pris sur Saturn et on a vite remarqué qu'il était loin d'égaler la version arcade. Après la petite douche froide des premières minutes, ce n'est pas ce qui nous a empêché de nous éclater avec. Surtout qu'il était pas mal du tout pour un jeu console de l'époque. Et dans cette même salle à la Défense, il y avait aussi The House of the Dead exposé ici. The House of the Dead, sorti en 1997, sur lequel je me tapais des crampes à l'index à force d'appuyer en répétition pour vaincre les ennemis. Et cette difficulté, quelle violence! The House of the Dead était aussi sorti sur Saturn. C'est d'ailleurs l'un des rares jeux à utiliser le Virtua Gun, le fameux pistolet de la Saturn dont je trouvais le design stylé, surtout la version japonaise en noir. Et à bien y repenser, pouvoir jouer aux gros titres d'arcade de Sega, c'était un des points forts de la Saturn. Allez, passons à la borne suivante, Mushi King. Cette borne équipée d'une carte Naomi est sortie vers 2003 au Japon. Elle utilise des cartes à collectionner à l'effigie d'insectes que l'on peut scanner pour affronter d'autres insectes. Ce fut un véritable carton auprès des petits. On peut voir que cette borne a pris cher avec tous les petits messages des enfants. C'est simple, à cette époque, je voyais cette borne dans la plupart des supermarchés ou centres commerciaux que je fréquentais. Et je pense que c'est vraiment après Mushi King qu'on a vu sortir tout un tas de bornes pour enfants utilisant ce principe de carte à scanner. Et au fond de ce coin musée, il y avait une série d'affiches de jeux d'arcade de Sega. En regardant ces affiches et après le tour de ce petit musée, cela me rappelle à quel point cette société a une influence sur le paysage et l'histoire de l'arcade. Et on finira sur ces belles paroles, la visite du stand de Sega, qui au final, mis à part la borne Paw Patrol, ne présente pas de nouvelles bornes de jeux vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, en vous remerciant de l'avoir regardée jusqu'au bout.
J'ai bien l'intention de vous présenter les autres stands de l'Amusement Expo 2024, tout en alternant peut-être des vidéos sur le Tokyo Game Show, car j'ai encore beaucoup de choses à vous montrer. En espérant pouvoir mettre une vidéo prochainement, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très bientôt. それでは、さよなら。